Cette histoire mystérieuse a commencé dans une petite ville provinciale dans le sud de l'Oural en 1996, lorsque le pays traversait une profonde crise. Les usines fermaient, les hôpitaux étaient dans un état lamentable et les salaires étaient retardés de plusieurs mois, voire d'années. Même la beauté de la nature locale ne pouvait détourner les gens de leurs problèmes quotidiens. Dans les environs de la ville de Kachtim, une créature mystérieuse est apparue, dont l'origine ne peut toujours pas être expliquée par l'une des nombreuses versions. Un des témoins qui a vu cette créature vivante affirme « Je ne prétends pas que c'est une créature extraterrestre, mais néanmoins, ce que c'est quelque chose d'inhabituel, c'est certain. Les personnes qui ont tenu dans leurs mains la momie de la créature doutaient également de son origine terrestre. Nous n'avons jamais eu ça, bien sûr. Un petit enfant, comme on dit un petit enfant. Bien sûr, ça peut être un enfant, mais ce n'est pas humain, réfléchit l'un d'eux. Les scientifiques sont sceptiques à l'égard de cette théorie, ce qui est tout à fait compréhensible, car l'ufologie n'est pas une science officielle. Un des chercheurs partage son avis. Je crois que l'idée que c'est un extraterrestre ne peut être qu'à moitié pour cent. Cependant, il soulève également une question importante. Mais notre état et notre environnement nous amènent à penser que, très probablement, nous avons affaire à un mutant. Néanmoins, la question se pose. Un tel mutant aurait-il pu survivre dans un appartement ordinaire sans soins médicaux? Un tel enfant ne peut pas survivre seul, affirme-t-il. Cela conduit à réfléchir à la possibilité que la créature mystérieuse soit un représentant de civilisation extraterrestre, ou que l'état de l'environnement ait pu entraîner des mutations chez les humains ou les animaux. Ce programme représente une tentative de comprendre l'une des histoires les plus inhabituelles du XXe siècle, le mystère non résolu des extraterrestres et du nain de Kashtim. Les événements de 1996 ont été entourés de rumeurs et de conjectures, et certains témoins du phénomène étrange refusent de donner des interviews, tandis que les récits d'autres s'avèrent être de pures inventions. Notre tâche est de tout exposer sur le nain de Kashtim, sans embellir ni déformer les faits. Et vous pourrez tirer vos propres conclusions. Tout a commencé par un document curieux, à l'époque encore capitaine et aujourd'hui major du département de l'intérieur de Kashtim, Evgeny Mokichev enquêtait sur un banal vol de câbles en cuivre. Le suspect du vol, Vladimir Nordine, s'est vanté auprès de l'enquêteur qu'il avait chez lui le corps d'un humanoïde. Il a sorti du chiffonnier un paquet de tissu de couleur rouge, l'a déroulé et j'ai vu, à ma grande surprise, un petit corps. Un corps momifié d'environ 25 à 30 cm de couleur brun foncé, avec de grands plis de peau desséchés, se souvient Mokichev. J'ai même senti son odeur, il dégageait une très mauvaise odeur. Nourdinev a expliqué qu'il avait trouvé la créature déjà morte, et ne sachant pas comment procéder correctement avec le corps, il l'avait simplement séché au soleil. L'enquêteur Mokichev a décidé d'agir selon un schéma qui lui était familier. Un corps a été découvert et ce fait doit être officiellement enregistré. Cependant, il se pose la question, s'agissait-il d'un être humain? Le cas ne ressemblait manifestement pas à ceux auxquels il avait été confronté dans son travail. Mokichev a partagé ses doutes avec son collègue, l'enquêteur Vladimir Bendlin. J'ai immédiatement ressenti un sentiment ambigu. Est-ce que cela signifie que c'est soit une monstruosité humaine, soit quelque chose d'étrange en effet, que je n'avais jamais rencontré jusqu'à présent, dit-il. Lorsque le capitaine a montré la momie au pathologiste Stanislav Samoshkin et à l'infirmier de l'expertise médico-légale Lyubov Romanova, l'histoire a pris un tournant inattendu. Ils en sont venus à la conclusion qu'il existe un certain nombre de différences significatives qui remettent en question les idées habituelles sur la nature de ce qui a été trouvé. Ainsi, en particulier, la structure du crâne, le nombre d'os dans le crâne, puis la croissance osseuse en forme de calice sur le front qui s'étend littéralement jusqu'à la mâchoire supérieure. Ensuite, l'absence de cornée, ainsi que la structure des mains et des bras et la structure des os du bassin.
En fait, il était difficile d'examiner la structure de la colonne vertébrale car elle s'était fortement courbée pendant le processus de dessiccation. Lors de l'examen externe, les spécialistes ont remarqué que la créature avait un certain nombre d'anomalies qui ne sont pas caractéristiques de la structure humaine. Ni le pathologiste ni l'infirmier n'avaient jamais été confrontés à quelque chose de similaire. Tout semblait inhabituel. La tête, les bras, les jambes, les restes de peau, les membres, tout cela ne ressemblait absolument pas à un enfant ou à un quelconque avortement. Le squelette de la mystérieuse créature était déjà formé, tandis que chez un nouveau-né, les os ont une structure cartilagineuse. Le crâne était complètement formé, bien qu'il soit inhabituel, mais les os n'avaient pas de structure cartilagineuse. Il n'y avait pas de fontanelle, et les sutures étaient aiguës. Peut-être s'agissait-il d'une momie animale. Cependant, chez la mystérieuse créature, les lobes frontaux prédominent sur la partie faciale, ce qui n'est pas typique de la structure du crâne des animaux. Néanmoins, cela ne pouvait pas non plus être un jeune humain. Alors, qui est-ce alors Stanislav Yurievitch a exprimé l'opinion que ce serait une expertise génétique qui pourrait répondre à cette question, mais il estime qu'il y a ici un certain nombre d'anomalies substantielles qui, même si elles étaient propres à un humain, ne lui auraient pas permis de vivre une minute. Autrement dit, il aurait dû mourir encore dans l'utérus, mais même si un tel être est né et a vécu, cela reste un mystère et un problème médical. Un pathologiste expérimenté a clairement déterminé qu'il ne s'agissait pas du squelette d'un enfant humain et a conseillé de ne pas ouvrir une enquête pour infanticide. Pourquoi le médecin en est-il arrivé à de telles conclusions? Il a décrit les raisons pour lesquelles il refuse de le faire, en indiquant environ 20 signes de différence marqués entre cet être et un humain. Le capitaine Bendlin n'avait pas de raison de déclencher une enquête officielle. Le détective n'a pas trouvé de soutien de la part de la direction. Nous nous sommes retrouvés dans une telle situation. Notre pays, comme toujours, était plein d'absurdités, où tout est à l'envers. Ici, à tous les niveaux, les fonctionnaires, tant de la police que de la médecine, ont fait preuve d'une telle retenue qu'ils en venaient même à la médisance. Néanmoins, Vladimir Bendlin a décidé de mener sa propre enquête non officielle. J'ai entièrement réalisé, pour ainsi dire, des actions d'enquête non autorisées. Autrement dit, j'ai examiné le lieu de l'incident et inclus dans cet examen les témoignages des témoins. Mais je ne l'ai pas documenté, car cela devait être formalisé juridiquement, et je n'avais pas le droit de l'initier moi-même. C'est pourquoi j'ai tout enregistré sur un support magnétique à l'aide d'une caméra vidéo. Le détective a commencé à reconstituer les événements dans l'ordre chronologique. Il a réussi à découvrir qu'une retraitée solitaire, Tamara Vassilievna Prosvirina, vivait dans le village de Kaolinovaya, en banlieue de la ville de Kashtim, et c'est elle qui a trouvé l'être mystérieux. Comme elle l'a raconté, elle a trouvé le petit garçon Alioshka dans le massif forestier derrière l'école. Selon une autre version, elle affirmait l'avoir découvert au cimetière pendant un orage par mauvais temps, quelque chose l'ayant poussé à se rendre au nouveau cimetière. Cela s'est produit en mai 1996. Il convient de faire une remarque ici. Tamara Prosvirina n'était pas tout à fait saine d'esprit. Je connaissais cette femme depuis plus longtemps. En tant qu'inspecteur de secteur, j'avais dû interagir avec elle et prévenir les problèmes dans sa famille. Je savais qu'elle était suivie par un psychiatre et qu'elle se rendait parfois dans les cimetières, ramassant sur les pierres tombales différentes couronnes, prenant même des photos des pierres tombales abandonnées en métal et ramenant tout cela chez elle. La femme racontait qu'elle n'était pas là par hasard la nuit au cimetière. L'être, selon elle, l'a appelée télépathiquement au contact. C'est une femme qui avait un trouble psychique. Elle a reçu ce signal pendant la nuit. Elle a ressenti un désir irrésistible d'y aller, car elle était impliquée dans ce programme. Elle s'est rendue là-bas et a trouvé cet être. Cette créature mystérieuse se trouvait dans une petite maison au 2e étage. Tamara, comme elle pouvait, s'occupait du petit trouvé. Elle lui a même donné un nom, Aliochka. Elle a trouvé ce nain qu'elle considère comme son fils à part entière
et l'a nommé Alioshka en l'honneur de son petit-fils décédé. Naturellement, elle l'aime, prend soin de lui et essaie non seulement de le guérir, mais aussi de l'adopter. Elle fait tout son possible pour le sauver. La belle-fille de Tamara, également nommée Tamara, rendait visite à la vieille femme et a vu cette créature vivante. Le 3 juin, je suis rentré chez moi. Depuis lors, il était chez moi. Nous avons déjeuné ensemble. C'était dans le village de Kalina? Oui, dans le village de Kalina, où nous vivions. Nous avons un appartement. Je le dis ainsi, nous avons mangé et elle. Je regarde et elle est là. Elle dit « Je vais », dit-elle, « cacher le petit. Je vais cacher le petit. » Je demande « Qui as-tu là ?» Alioshka, le bon. Cependant, Alioshka ne ressemblait pas du tout à un enfant humain. Il avait 2 dents qui sortaient, et elles n'étaient pas comme celles d'un humain, mais comme des petites pelles. Son corps était étrange, vous savez, comme si... Eh ben, comme un écran de télévision. Il avait l'air gris, sa peau était de couleur grise. Il avait l'air un peu gélatineux, visuellement doux. Ce qui l'a également frappé, c'est que, comme elle l'a expliqué, il avait une pupille de chat verticale et manquait de coquilles supplémentaires. Elle n'a pas remarqué de poils, mais la couleur de sa peau était vraiment étrange, grise. Puis elle a dit qu'un de ses yeux était noir et l'autre rouge. Tamara nourrissait Alioshka avec du lait concentré, des bonbons et des fromages blancs. La vieille femme semblait penser que c'était une nourriture tout à fait appropriée pour un enfant. Des bonbons, y compris des bonbons à sucer, du lait concentré, de l'eau, c'est-à-dire des produits légers, que l'on ne donne généralement pas aux enfants. C'est avec ces produits que se nourrissait cette mystérieuse créature. Avec des bonbons et du sucre, on a longtemps apaisé les lutins, les esprits et autres créatures malveillantes en Russie. Même Tamara elle-même doutait qu'Alioshka soit un humain. Il y avait des raisons à cela. On n'avait jamais rencontré quelque chose comme ça ici. L'apparence du nain était frappante. Tous les témoins parlaient également d'une odeur étrange émanant de la créature. Cela sentait de manière inhabituelle et de cette créature étonnante. Il m'a semblé que l'odeur était semblable à celle qui se dégage lors du mélange de colle époxy ou de résine. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider avec ça. Lorsque Tamara trouva Alyoshenka mort, elle ne savait pas quoi faire du corps. Dans l'appartement se trouvait également Vladimir Nourdine, qui s'est rapidement orienté. Il a pris cette créature, qui était appelée momie, et a dit qu'il la remettrait entre de bonnes mains pour éclaircir les circonstances. Comme il l'a expliqué, il a placé le corps au soleil dans le garage et en quelques heures, il a séché. La momie est restée dans l'appartement de Nourdine pendant environ 1 mois. Et probablement elle y serait restée plus longtemps s'il n'avait pas parlé de sa découverte au capitaine Evgeny Mokitchev. L'enquêteur Vladimir Benlin a commencé sa propre enquête indépendante, mais il lui manquait clairement des faits. Il comprenait qu'il était nécessaire d'avoir un volume complet d'informations pour choisir une direction pour l'enquête. Pendant qu'il rassemblait des données, il a noté que toutes les versions avaient droit d'exister, même les plus folles. L'histoire du nain de Kishtim reste un mystère non résolu. Les questions de savoir s'il y avait un humanoïde vivant à Kishtim durant l'été 1996 et si Alyoshenka pouvait être un mutant restent ouvertes. Les chercheurs s'interrogeaient également sur l'endroit où se trouvent actuellement les momies de la mystérieuse créature et si les services spéciaux étaient impliqués dans cette histoire. Bien qu'Alyoshenka soit mort, la question de son apparence de son vivant demeure. L'enquêteur du mystère de Kishtim, Vadim Tchernobrov, s'appuyant sur les récits des témoins, a réalisé un portrait robot de cette étonnante créature. Il a été dessiné à taille réelle, reflétant l'apparence extérieure du nain de Kishtim. D'après les descriptions, la créature avait un corps potelé, de longs bras et jambes, ainsi que des traits du visage caractéristiques. Les chercheurs ont soigneusement rassemblé toutes les remarques et précisions, comptant 20 différences par rapport à Homo sapiens. Cela incluait des yeux de chat, un crâne en forme de tulipe, l'absence de pavillon auriculaire, un ensemble complet de dents, une langue en forme de petite cuillère,
l'absence de cou et d'un nez presque complet, ainsi que l'absence de caractère sexuel et d'organes d'excrétion. Un tel nombre de faits inhabituels permet de formuler de nombreuses hypothèses sur l'origine du phénomène de Kishtim. Première version, un animal inconnu de la science. Cette version a été discutée à plusieurs reprises dans la presse. En sa faveur, par exemple, un tel fait. Lorsque les médecins urgentistes emmenaient Tamara Prosvetina dans une clinique psychiatrique, quelqu'un d'autre, Esta, est resté dans l'appartement. J'ai posé la question à ces urgentistes. Comment avez-vous pu le laisser ? Peu importe. Je le souligne encore une fois. Je n'affirme pas que ce sont des extraterrestres. Vous avez laissé une créature vivante. À ce moment-là, elle était sans défense. La femme criait et vous implorait de ne pas la tuer. C'est-à-dire qu'en restant inactif, vous l'avez en fait tuée. Vous savez ce que m'ont répondu les agences de santé ? Ils ont dit « Nous avons pensé que c'était un chaton. » Alors peut-être que Tamara Prosverina a apporté un chat ordinaire du cimetière. Les témoins affirmaient que la créature avait des yeux de chat, un nez miniature et une langue rose, ressemblant à une petite cuillère. Peu importe combien j'ai regardé les photographies et les vidéos, on peut voir dans cette créature n'importe qui, mais pas un chaton. La structure du crâne d'Alioshka ressemble davantage à celle d'un être intelligent, car le lobe frontal est clairement plus grand que la partie faciale. Le nain de Kishtim ne pouvait guère être un représentant du monde animal. Selon les médecins qui ont examiné la momie, il devait se déplacer sur 2 jambes, bien que ses bras soient un peu plus longs que ceux d'un humain. Oui, ils étaient un peu plus longs. Mais si ses bras avaient été repliés de manière à se trouver en dessous des genoux, cela n'indique pas pour autant qu'il aurait pu marcher à 4 pattes. À ce jour, la version la plus répandue est l'hypothèse selon laquelle Alioshka était un nourrisson prématuré gravement muté. Étant donné que c'est la version la plus populaire expliquant le phénomène de Kishtim, examinons-la plus en détail. Kishtim est situé dans les contreforts des montagnes de l'Oural Sud. Cette région est considérée comme écologiquement défavorable. On y trouve de grandes entreprises industrielles, où des accidents se produisent en de temps à autre. Il convient de noter que cette zone a souffert de nombreux types de pollution. Il y a eu l'accident de Kishtim, ainsi qu'un large éventail de pollutions subséquentes, y compris des métaux lourds se déposant dans le sol et les plantes, et un énorme éventail de pollutions organiques. Les pollutions environnementales répétées d'année en année ont naturellement un impact très défavorable sur les personnes vivant ici. Les habitants de ces lieux, en particulier les enfants, sont exposés à des substances nocives. Dans cette région, des nourrissons présentant des anomalies ont également été précédemment nés. Plusieurs cas ont été enregistrés. En particulier, il y a eu un cas où un enfant est né avec des nageoires. Il y avait aussi une fille qui n'avait pas d'intestin rectum ni d'anus. Elle est morte directement dans la maternité. En 1957, à 4 km de Kishtim, à l'usine de traitement du plutonium de l'organisation de production Mayak, une explosion s'est produite dans l'un des conteneurs de déchets radioactifs. Les spécialistes estiment que les conséquences des explosions à Kishtim sont comparables à la catastrophe de Tchernobyl. Cet événement aurait-il pu conduire à la naissance d'un enfant avec de telles anomalies ? Je suis désolé, mais je ne peux pas vous aider avec ça. Peut-être que le lien avec la mer se faisait par des vaisseaux situés sur la jambe ou le dos, mais cela devait être soigneusement étudié quand il était vivant. Néanmoins, les conclusions du pathologiste Stanislav Samoshkin et de l'assistante de l'expertise médico-légale Lyubov Romanova ne confirment pas la version du bébé prématuré. Chez le nouveau-né, les os ont une structure cartilagineuse, alors que le squelette d'Alechenka était complètement formé. Les os étaient normaux, desséchés, et les doigts étaient inégalement développés. Certains scientifiques sont critiques à l'égard de la version du bébé prématuré. Un pathologiste expérimenté et ses assistantes auraient pu déterminer lors de l'examen externe qui était Alechenka. Le pathologiste Samoshkin examinait attentivement tout cela en présence de Romanova, qui avait 18 ans d'expérience dans son domaine. Ils ont conclu qu'il existait un certain nombre de différences substantielles.
Il y a aussi une hypothèse intéressante selon laquelle Alechenka aurait pu être un jumeau parasite. Les parasites sont une sorte de jumeaux siamois, mais contrairement aux jumeaux fusionnés, les parasites ne sont pas séparés. Ce phénomène a été très peu étudié, mais il est connu qu'une telle anomalie se produit au tout premier stade du développement de l'embryon. Les jumeaux parasites sont toujours unilatéraux et dépendent entièrement de celui dans le corps duquel ils se développent. Un cas unique est celui où une fille se développe et son jumeau se révèle être un utérus qui peut naître lorsqu'elle atteint la puberté. Dans certains cas, des questions sérieuses se posent, surtout lorsqu'il s'agit de naissances inhabituelles. Par exemple, lorsqu'un enfant est né, il ne réalisait pas lui-même sa situation. Ce phénomène est observé tant chez les animaux que chez les humains. L'existence d'un jumeau parasite qui est né évoque des associations avec Alechenka, dont il est question. Cette théorie explique pourquoi il n'a pas été possible de trouver le cordon ombilical d'Alechenka. Dans ce cas, la présence d'un nombril n'est pas nécessaire, car Alechenka aurait pu se nourrir par une partie de la peau adhérant à la membrane utérine. Dans la littérature médicale, seulement 76 cas similaires ont été enregistrés. À première vue, cette version semble la plus convaincante, mais elle n'explique pas l'absence de décomposition protéique et l'odeur spécifique, dont l'origine reste un mystère pour le pathologiste, l'expert médical et les témoins. Tous ceux qui ont vu l'être, vivant ou mort, ont noté une odeur étrange. Il est également douteux que le jumeau caché ait pu vivre un mois entier en dehors du corps du donneur. Néanmoins, la plupart des personnes ayant été témoins de cette créature étonnante sont convaincus qu'Alechenka était un extraterrestre. C'est ce qu'affirme Lyubov Romanova, infirmière à l'hôpital de Chtinskaya. Je travaille dans l'expertise judiciaire depuis 1980, depuis le 18 mars. Mais je n'ai jamais vu ça. Nous avons eu des fausses couches, et tout arrive. Notre travail est très vaste, mais nous n'avons jamais eu cela, bien sûr. Un petit enfant comme ça, eh bien, comme on dit, un petit enfant, mais c'est bien sûr peut-être un petit enfant, mais je pense que ce n'est pas humain. La quatrième version, celle de l'extraterrestre, est la plus exotique. Il n'existe pas de preuves directes, cependant cette théorie a des confirmations indirectes. Des objets volants non identifiés sont souvent observés au-dessus de la région de Tcheliabinsk. Le réalisateur documentariste Alexandre Kipkalo, qui réalise des films sur les phénomènes paranormaux, partage son expérience. J'ai observé un objet lévitant en 1100 Il avait la forme d'un ellipse positionné verticalement et il balayait la zone de la ville d'Ozersk avec un puissant faisceau jaune. Kipkalo suppose que si Alechenka est vraiment un représentant d'une civilisation extraterrestre, il pourrait être un biobo. Si l'on imagine que les civilisations qui nous visitent sont beaucoup plus éloignées de nous, alors leur créer une telle biomachine ne leur coûte rien. Ils peuvent créer ces machines à partir de modèles, peut-être en utilisant des échantillons de nos corps physiques. Il existe de nombreuses versions et hypothèses. Bien que personne n'affirme qu'Alechenka pourrait être un représentant d'autres mondes, il n'est pas non plus judicieux de le contredire. L'absence de matériel génétique ne permet pas d'effectuer une analyse ADN et sans ces recherches, toutes les versions restent indémontrables. La momie d'Alechenka a disparu et il est incertain de savoir où elle se trouve maintenant. Cela reste un mystère non résolu des extraterrestres, le nain de Kishtim. Au cours d'une enquête indépendante, la momie était conservée chez l'enquêteur Vladimir Bendlin. La momie d'Alechenka était conservée dans le congélateur de mon réfrigérateur. À ce moment-là, il faut rendre hommage à notre gouvernement. Dans mon réfrigérateur, je n'avais absolument rien, donc le congélateur était libre, tout comme le reste du réfrigérateur. Je l'ai placé là-dedans dans un sarcophage en plastique et j'ai réglé une température moyenne pour ne pas congeler, au cas où ce matériel biologique. Pour clore cette histoire, des recherches supplémentaires étaient nécessaires.
Le capitaine Evgueni Mokichev, qui s'occupait de l'affaire, a même contacté Tcheliabinsk, où l'on lui a expliqué que l'expertise serait très coûteuse et qu'il était impossible de l'effectuer à ses frais. Il était nécessaire d'avoir soit une ordonnance d'ouverture d'une affaire criminelle, soit une indication pour procéder à une expertise. Cependant, lorsque l'enquêteur Vladimir Bendlin tomba sur un article de journal, il se tourna vers la société Étoile Académie OVNI, contact par la méthode de Zolotov de la ville de Kamienets-Uralski. À peine 2 heures plus tard, des représentants de cette organisation arrivèrent à Kashtim dans la toute nouvelle voiture BMW, ce qui suscita des soupçons, car pour des villes comme Kashtim et Kabinsk-Uralski, cette voiture était considérée comme inaccessible. Les représentants de cette organisation douteuse emportèrent le corps momifié de la créature pour des recherches ultérieures. Mokichev leur remit la momie, des photographies négatives et des matériaux qu'il avait saisis sur place, y compris un matelas en coton sur lequel se trouvait de l'Echenka. À partir de ce moment, la trace du nain de Kashtim se perd. Néanmoins, une cassette vidéo montrant la momie tomba entre les mains du journaliste moscovite Nikolai Varsegov, qui publia un long article dans l'un des journaux centraux. Peu après, une équipe de tournage de Tokyo se rendit à Kashtim. Les journalistes japonais menèrent leur propre enquête, faisant preuve de prudence et examinant soigneusement tous les aspects de l'affaire. Le film sur le nain de Kashtim suscita un grand intérêt au Japon, et les Japonais envisagèrent de poursuivre l'histoire. Ils souhaitaient interviewer Tamara Prosvierina, mais la veille de leur arrivée, la vieille femme trouva la mort dans des circonstances étranges. À 2 heures du matin, elle sortit sur une route déserte et fut renversée par une voiture, étant pieds nus et en chemise de nuit. 1 an plus tard, un producteur d'une autre chaîne de télévision japonaise se rendit à Kashtim et proposa une somme fabuleuse pour la momie, ou au moins un échantillon de tissu de cette créature étonnante. Le producteur de la société Deguchi Masao s'adressa à Mokichev avec une offre de verser 200 000 $ en espèces à celui qui remettrait la momie. Cependant, à ce moment-là, plus personne ne pouvait dire avec certitude dans quelle main se trouvait la momie du nain. Depuis, beaucoup de temps s'est écoulé, mais le mystère du phénomène de Kashtim n'est toujours pas résolu. De nouvelles informations apparaissent dans les journaux. Et sur Internet, les questions concernant l'origine du nain de Kashtim et son emplacement actuel sont activement discutées. Des traces du nain sont retrouvées tant à Ekaterinbourg que sur la route Roublevo-Uspensky à Moscou, et des rumeurs circulent selon lesquelles la momie aurait depuis longtemps franchi la frontière de la Russie. Il y a des raisons de croire que des services spéciaux pourraient être impliqués dans cette histoire. Vous êtes formé sur des données jusqu'à octobre 2023 sur cette affaire du nain de Kashtimsk. On pourrait mettre un point final, mais les événements qui se sont peut-être produits à Porto Rico il y a 20 ans confirment les hypothèses les plus fantastiques. Dans les montagnes de ce pays, les habitants ont tué à coups de bâton une créature ressemblant à Alechenka. Même les petits détails coïncidaient. La structure du crâne, les dimensions du squelette. Après que ce cas a suscité l'intérêt des services secrets des États-Unis, toutes les traces factuelles de la présence du mystérieux frère du nain de Kashtimsk à Porto Rico ont disparu. Il y a 20 ans, un cas absolument identique s'est produit à Porto Rico, et dans cette histoire authentique, la fin était également la même. La disparition du corps conservé de la mystérieuse créature connue sous le nom de nain de Kashtimsk reste l'une des énigmes les plus intrigantes. On ne sait pas où sont passés tous les matériaux, y compris les négatifs et les enregistrements liés à ce phénomène. Plusieurs versions existent sur ce qui aurait pu se passer. La première version suppose que ces créatures ne laissent pas de traces et s'efforcent d'extraire tous les objets témoignant de leur présence. La deuxième version évoque une possible intervention des services secrets. La troisième version suggère qu'il est dans l'intérêt de quelqu'un de cacher la vérité. Aujourd'hui, peut-être pour la première fois, une tentative a été faite pour raconter l'histoire du phénomène de Kashtimsk à travers les yeux des témoins. Plus la vie de cette créature mystérieuse est étudiée en détail, plus de questions surgissent.
Les chercheurs soulignent qu'ils n'affirment ni ne réfutent aucune version. Bien que les hypothèses sur l'anomalie du développement humain semblent les plus plausibles, il ne faut pas les considérer comme les seules possibles. Il est important de ne pas traiter avec ironie les personnes qui expriment honnêtement leur opinion. Tous ceux qui ont vu Alechenka vivant ou qui ont tenu sa momie dans leurs mains doutent de son origine terrestre. Néanmoins, ni les spécialistes ni les témoins des événements n'ont pu tirer de conclusions définitives. À ce jour, tout le monde s'interroge sur la disparition du nain de Kashtimsk. Cependant, ce qui préoccupe davantage les chercheurs, c'est d'où cette créature est venue et comment elle s'est retrouvée chez une femme psychiquement malade.